République démocratique du Congo, les enquêteurs congolais et onusiens semblent de plus en plus convaincus de l'implication du Rwanda dans l'enrôlement de ressortissants rwandais au sein des mutins du M23, mutins qui sévissent dans l'est de la RDC. C'est le résultat des auditions qui ont été menées ces 5 derniers jours auprès de certains Rwandais qui se sont rendus soit à la force onusienne de la MONUSCO, soit aux forces congolaises. Au moins 51 ressortissants rwandais se sont livrés et non 11 comme initialement annoncé. Et une véritable filière de recrutement serait en train d'être mise à jour, Bruno Minas. 2 éléments troublent particulièrement les enquêteurs congolais et onusiens. D'abord le calendrier. Les premières défections des proches de Bosco Ntaganda datent du 9 avril dernier. On peut situer là le début de la mutinerie. Or, plusieurs de ces recrues rwandaises déclarent avoir été acheminées sur le territoire congolais à Runyoni, aujourd'hui place forte des mutins, dès le mois de février. C'est la preuve d'un plan minutieusement préparé de longue date, une infiltration pour une agression préméditée, dit un responsable qui tient à garder l'anonymat. Ensuite, la présence parmi ces Rwandais incorporés au M23 de 9 anciens miliciens FDLR qui avaient été désarmés et renvoyés au Rwanda par la MONUSCO. Et ils sont revenus sous la bannière de ceux qui sont en principe leurs pires ennemis. Le gouvernement congolais sera-t-il amené à hausser le ton vis-à-vis de son voisin ? C'est très difficile, avoue un conseiller ministériel. Pour cela, il faudrait que nous soyons épaulés par la communauté internationale. Mais ajoute-t-il, le régime rwandais bénéficie de beaucoup de soutien, plus que nous. Bruno Minas, Kinshasa, RFI. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Le CNDP, ou Congrès national pour la défense des peuples, se retire de la majorité présidentielle et se rallie au M23 pour forcer le gouvernement congolais à satisfaire les revendications des militaires qui ont fait défection de l'armée nationale depuis avril dernier. La déclaration du CNDP a été rendue publique ce week-end à Goma, mais la coordination de la société civile du Nord Kivu s'insurge contre toute initiative de négociation avec les mutins et les autres groupes armés qui pullulent dans la région. De Goma, le point avec notre correspondant Primo Pascal Rodahigwa. C'est à l'issue d'une réunion du bureau politique du CNDP tenue ce week-end à Goma que ce parti politique a décidé de se retirer de la majorité présidentielle pour soutenir le M23. Maître Mahamba, porte-parole du CNDP. Les M23, ce sont nos enfants, vous le savez très bien. Et lorsque vous consultez même l'ordre général des grades que nous avons déposé au gouvernement pour la reconnaissance formelle des grades, ce sont les mêmes personnes qui se trouvent dans les M23 qui sont dans ces dogés-là. Donc on ne peut pas nier que ce sont nos enfants. Nous avons dit que nous exerçons une certaine influence sur eux. Si nous allons aux négociations, nous allons peser de tout notre poids pour ramener la paix. Pour le président de la coordination de la société civile du Nord Kivu, ce revirement était prévisible. Thomas Dakin-Mouiti. C'est plus de 3 fois que la société civile a dénoncé le M23 comme étant le prolongement du CNDP. Et donc pour nous, c'est un non-événement. Nous avons dit, nous avons répété, le communiqué créant le M23 avait l'entête du CNDP. Et le même CNDP est allé plus loin pour dire il faut que le gouvernement négocie avec le M23. Bon, avec l'appui du Rwanda, il faut négocier, il faut s'asseoir. Pour dire que c'était un agenda bien clair du CNDP. Le ministre provincial de la Justice, qui est en même temps le secrétaire général du CNDP, a démissionné du gouvernement provincial parce qu'il estime que le gouvernement congolais ne veut pas dialoguer avec son parti politique. François Ruchogoza, que j'ai joint au téléphone. Le parti politique CNDP a demandé au gouvernement à travers 4 communiqués que les hostilités cessent. Le gouvernement a répondu par le négatif. Nous pensons qu'il devait accepter de parler avec le CNDP pour que les hostilités cessent. Thomas Dakin-Mouiti a réagi à cette démission. J'apprécie sa prestation, c'était parmi les ministres qui ont bien travaillé. Mais je savais qu'il est là, comme on dit chez nous, être assis non pas sur une chaise. Donc on savait que d'un moment à l'autre, il allait partir. La coordination de la société civile du Nord Kivu s'oppose à toute négociation avec les groupes armés qui opèrent dans la province. Goma, Primo Pascal Rodahigwa, La Voix de l'Amérique. Daniel, c'est un journaliste à Kinshasa pour La Voix d'Amérique. L'actualité surtout, on est en train de chasser le vendeur de riz pour rendre la ville propre selon les autorités. Bon, on n'arrive pas à comprendre. Il y a ceux qui disent, voilà, ce sont ces gens-là qui mettent la ville mal propre, mais ce n'est pas croyable. On dit que bon, il faut les chasser pour rendre encore la ville propre parce qu'il y a sommet de la francophonie.
Moi, je crois que ce n'est pas avec ça qu'on doit rendre la vie propre. Ces gens se mettent à chercher le pain pour nourrir leurs enfants, ils n'ont pas d'emploi, c'est pour cela qu'ils se mettent pour vendre quelque chose là. Et ce qui est encore drôle est que quand ces policiers arrivent pour chasser les personnes qui vendent le long, à des fois ils prennent les histoires qu'ils ne voient même plus. Joseph Mikombe, citoyen journaliste VOA Kananga. Ce qui fait l'actualité ici chez nous, c'est tout simplement le problème de l'entreprise chinoise qui entretenait la voirie urbaine. Les travaux se sont interrompus, en tout cas sans aucune déclaration officielle. C'est ce qui fait vraiment l'inquiétude de la population ici à Kananga. Les ordures sont collectées par l'hôtel de ville au moyen d'un seul véhicule. Alors ça se fait quand même, la ville est grande, un seul véhicule est pratiquement insuffisant. Les travaux en cours d'exécution se sont interrompus, alors c'est ce qui fait vraiment l'inquiétude de la population. Après avoir vraiment nourri beaucoup d'espoir que la voirie serait vraiment modernisée, la population est pratiquement déçue. Et c'est ce qui fait l'actualité ici chez nous à Kananga. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Direction la République démocratique du Congo, au mois de mars dernier, dans l'est de la RDC, d'anciens rebelles intégrés dans l'armée congolaise ont fait défection. Sous l'égide du général congolais Bosco Ntaganda, ils ont déclenché la mutinerie du M23. Actuellement, Ntaganda est recherché pour crimes de guerre par la justice internationale. Or, les efforts de l'armée congolaise pour mettre la main sur le général dissident restent vains, et en dépit de plusieurs offensives lancées contre lui. Si Bosco Ntaganda passe à chaque fois à travers les mailles du filet, c'est peut-être qu'il bénéficie d'un soutien actif venu de l'extérieur, notamment du Rwanda. Une thèse avancée par l'ONU la semaine dernière et corroborée par le dernier rapport en date de Human Rights Watch. Explication d'Anneke van Woudenberg du bureau Afrique de l'ONG à Londres. Human Rights Watch a trouvé que ces militaires rwandais ont donné des armes, des munitions et des nouvelles recrues, à peu près entre 200 et 300 qui étaient recrutés à Rwanda, spécifiquement dans les districts de Musanze et de Rubavu. Ces gens étaient amenés dans un camp militaire de Kinigi. Ils étaient escortés avec armes et munitions vers la frontière congolaise. Les soldats rwandais les avons livrés à ces mutins à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, cet support du Rwanda doit s'arrêter immédiatement. Si le Rwanda veut mettre fin à la culture d'impunité, et c'est important que le gouvernement rwandais ne laisse pas Bosco Ntaganda d'arriver au Rwanda à cette générale. Comment expliquez-vous que ces allégations soient fermement démenties, notamment par la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, et aussi d'ailleurs par Bosco Ntaganda qui soutient qu'il serait toujours dans le territoire de Masisi et donc pas en territoire rwandais? C'est vrai qu'il a dit à la BBC il y a une semaine qu'il n'est pas avec les mutins, mais qu'il est dans sa ferme. En fait, les témoins ont clairement dit qu'ils ont vu Bosco Ntaganda à Runyoni, là où se trouve le lieu des mutins au Rwanda. Donc c'est clair que les choses qu'il a dit à la BBC ne sont pas la vérité. Aussi, c'est vrai que le ministre des Affaires étrangères de Rwanda a nié que le Rwanda a donné un soutien à Bosco Ntaganda. Mais je dois dire, c'est clair selon nos enquêtes, mais aussi des informations qui étaient données par les casques bleus de la Nations Unies au Congo. Donc, il y a vraiment des preuves de jour à jour qui montrent que réellement, il y a un support du côté Rwanda pour cette générale recherchée par la Cour pénale internationale. Selon Anneke van Woudenberg, le Rwanda aurait pris le risque de violer l'embargo de l'ONU de vente d'armes aux milices congolaises et peut-être miser sur le M23 pour contrer l'avancée des FDLR autour rwandais en territoire congolais. Anneke van Woudenberg était interrogée par Sandrine Blanchard. Et puis, je signale que l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Monsengo, est en ce moment en Allemagne, où il reçoit ce mardi le prix œcuménique de la paix. Et vous pourrez l'entendre dans notre édition des 12h temps universel, ainsi que celle des 17h temps universel sur la situation en République démocratique du Congo. Vous êtes branché sur la 3xW radiolisolo.com.
Le Rwanda à nouveau accusé d'armer des groupes rebelles en République démocratique du Congo. Cette fois-ci, c'est Human Rights Watch qui pointe du doigt Kigali. L'organisation affirme avoir des preuves que le soldat renégat Bosco Ntaganda a reçu des armes, des munitions et des centaines de nouvelles recrues. Human Rights Watch affirme que quelques 300 civils ont été recrutés de force, dont des enfants de moins de 18 ans. En face, Kigali dément. Rappelons que Bosco Ntaganda est recherché par la Cour pénale internationale pour avoir recruté des enfants soldats en 2002-2003 lorsqu'il dirigeait une milice dans la province de l'Ituri. De la République démocratique du Congo pour débuter notre émission. Nouvelles accusations contre le Rwanda suite aux affrontements qui ont repris dans la région depuis plusieurs mois. Cette fois, c'est Human Rights Watch qui a accusé ce lundi des militaires rwandais de soutenir le général Bosco Ntaganda et ses hommes. Recherché par la CPI pour crimes de guerre, Ntaganda serait rentré plusieurs fois au Rwanda pour s'approvisionner en armes et en recrues selon des témoignages recueillis par l'ONG. Écoutez les explications d'Anneke van Woudenberg, chercheuse à Human Rights Watch. Nous avons trouvé que des responsables militaires rwandais ont armé et soutenu Bosco Ntaganda et ses mutins. Ils ont donné des armes, des munitions, des nouvelles recrues, à peu près entre 200 et 300 recrues, des personnes recrutées à Rwanda, spécifiquement dans les districts de Musanze et de Rubavu. Donc, selon nos informations, c'est absolument clair que les responsables militaires rwandaises sont en train de supporter une personne recherchée par la Cour pénale internationale pour les crimes de guerre, notamment Bosco Ntaganda. Dans votre rapport, vous semblez citer des sources qui annoncent que Bosco Ntaganda se trouverait au Rwanda. On a en fait documenté plusieurs incidents quand Bosco Ntaganda ou ses mutins ont visité le Rwanda. Spécifiquement le 26 mai, des témoins directs ont vu Bosco Ntaganda à Kinigi, un endroit au Rwanda qui n'est pas très loin de la frontière avec la RDC. Bosco Ntaganda était en train de rencontrer un officier militaire rwandais. Alors ça a vraiment montré que lui peut facilement visiter le Rwanda. Et le fait de permettre à Ntaganda d'aller et de venir au Rwanda sans crainte d'être arrêté donne l'impression que le Rwanda n'est pas vraiment sérieux à contribuer à rendre la justice aux victimes des crimes de guerre commis par Ntaganda. En fait, le Rwanda doit l'arrêter. Et y a-t-il selon vous un soutien de Kigali à la rébellion du M23 ? En fait, il n'y a pas une différence maintenant entre le mutinerie de M23 et le mutinerie de Bosco Ntaganda. Selon plusieurs de sources avec qui nous avons parlé, parmi lesquelles il y avait des personnes qui étaient dans le mutinerie, donc dans la base des mutins à Runyoni. Il n'y a pas maintenant une différence entre ces deux mutineries. En fait, c'est maintenant la même et la personne qui est responsable, les personnes qui donnent des ordres, c'est le général Bosco Ntaganda. C'est clair qu'il est avec l'autre officier, colonel Sultani Makenga, mais les personnes en charge, les personnes qui donnent des ordres, c'est Bosco Ntaganda. Anneke van Woudenberg, jointe à Londres. Première réaction ce soir, suite à ce rapport, celle de Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. Ce sont des faits troublants. Nous avons déjà initié une enquête après les révélations de mutins qui ont parlé aux officiers des Nations Unies. Nous sommes prêts de conclure cette enquête qui est double. Il y a une enquête que mènent nos services d'intelligence militaires et il y a une enquête mixte avec nos voisins rwandais parce qu'un membre du gouvernement s'est rendu à Kigali pour parler de ces graves dénonciations. Mais la confiance est-elle rompue entre Kigali et Kinshasa ? Pas encore, parce que nous n'avons pas encore les détails de notre propre enquête. Si c'était le cas, ce serait très grave, mais nous n'avons encore aucune certitude pour dire que c'est le cas. Lambert Mende joint à Kinshasa et j'ajoute que la Voix de l'Amérique a joint Madame Louise Mushikiwabo, ministre rwandaise des Affaires étrangères. Cette dernière n'a pas souhaité s'exprimer ce soir, aussitôt après Human Rights Watch, qu'elle a qualifié d'organisation irresponsable. Madame Mushikiwabo a promis de s'exprimer demain sur nos ondes. Nous y reviendrons. Comme chaque soir, voici à présent les témoignages des 100 citoyens journalistes. La Voix de l'Amérique s'associe à ce projet pour donner la parole aux... Dieudonné, journaliste citoyen de la Voix de l'Amérique, dans la ville de Kanang. Ce qui est la haine à la province du Kasai occidental, c'est
la motion de censure à l'endroit du gouvernement provincial de Kasaï-Occidental. Cette motion est signée par 25 députés provinciaux. Ils accusent le gouverneur de la province de la violation de l'édit créant la brigade de mobilisation des recettes, BEMER, notamment son principe de l'autonomie administrative et financière par le fait que le ministre des Finances et Budget signe conjonctement avec le directeur de province de la BEMER pour le décaissement des fonds dans des comptes ouverts à la BCDC. C'est notre dernier, c'est un journaliste à Kinshasa pour la Voix d'Amérique. L'actualité surtout, on est en train de chasser le vendeur de riz. On dit que il faut le chasser pour rendre encore la ville propre parce qu'il y a sommet de la francophonie. Ces gens se mettent à chercher le pain pour nourrir leurs enfants, ils n'ont pas d'emploi, c'est pour cela qu'ils se battent pour vendre quelque chose là. Et ce qui est encore drôle est que quand ces policiers arrivent pour chasser les personnes qui vendent le long, des fois ils prennent les... Vous êtes branchés sur la 3xwradiolissolo.com. Pour commencer ce journal, on revient sur les révélations qui s'accumulent concernant l'implication du Rwanda dans la rébellion du M23. Le M23 qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Après un rapport de l'ONU notamment, c'est au tour de l'ONG Human Rights Watch d'accuser les militaires rwandais de soutenir les mutins proches de Bosco Ntaganda après une enquête menée sur le terrain le mois dernier. Le communiqué publié hier se fait l'écho de témoignages selon lesquels des Rwandais ont bien été recrutés et formés dans leur pays pour aller renforcer les rangs du M23, de nouvelles accusations que Kigali qualifie d'irresponsables. Tout cela au moment où à Kinshasa, un débat est en cours à l'Assemblée nationale congolaise sur la situation justement dans l'est du pays. Un débat à huis clos qui ne fait pas l'unanimité au sein de l'opposition, qui préférerait un débat public sur la question et qui reproche au gouvernement son manque de prise de position. Le député Martin Fayoulou est membre du groupe des forces acquises au changement, allié de l'UDPS. Ces silences, pour nous, ça s'apparente à une complicité entre les autorités congolaises et les autorités rwandaises. Nous ne pouvons pas comprendre qu'aujourd'hui, il y a des choses graves qui se passent sur le terrain et le gouvernement congolais se tait. Et surtout qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on pose une question au vice-premier ministre, ministre de la Défense, et on décrète un huis clos pendant que tous les Congolais veulent savoir la vérité. Donc il y a un complot contre les Congolais. Il faut qu'ils nous disent qu'est-ce qui se passe exactement. Nous voulons voir clair au niveau des forces acquises au changement et nous allons continuer jusqu'à ce que M. Minaku, président de l'Assemblée nationale, va libérer les débats au sein de cet hémicycle. Des propos recueillis par Bruno Minas. Vous êtes branchés sur la 3xwradiolissolo.com. Fondation Friedrich Ebert organise une conférence de 2 jours sur la République démocratique du Congo. En marge de cette rencontre, le cardinal Laurent Mosengo Passigna reçoit le prix œcuménique de la paix pour son engagement incessant en faveur de la paix et des droits de l'homme dans son pays. L'archevêque de Kinshasa a dénoncé les résultats des élections présidentielles et législatives du 28 novembre 2011 qui, selon lui, sont une imposture. Il dénonce également le regain de violence dans l'est de la RDC, des violences qui sont accompagnées de pillages et de viols dont les civils sont les principales victimes. On écoute le prélat congolais. Ces violences ni ces viols ne sont une fatalité. D'abord, on n'aurait dû pas en arriver jusque-là. À mon sens, tous ces gens qui violent et qui agressent les femmes devaient être jugés sérieusement. Les enfants soldats, les jeunes que l'on encadre pour les envoyer faire des basses besognes, ça ne se voyait jamais avant dans le Congo. On sait ce que je pensais du régime Mobutu, mais pour un président Mobutu, l'armée était beaucoup trop sérieuse pour qu'on y envoie des enfants. Et donc, il faut remettre ces enfants dans la société civile, les encadrer, et je crois qu'il faut punir tous ces gens qui ont envoyé les enfants dans l'armée. Donc punir, vous voulez dire par des procès devant des tribunaux? Absolument, absolument. Je l'avais dit quand j'étais président de Pax Christi International, tous ces gens qui ont envoyé les enfants à l'armée pour être des enfants soldats devraient être jugés.
Et est-ce que vous pensez donc que tous ces énormes problèmes donc doivent être réglés par les Congolais eux-mêmes, ou vous pensez que les pays voisins et les pays de la communauté internationale ont aussi leur rôle à jouer? Les problèmes doivent être résolus par les Congolais en priorité. Les autres doivent amener un appoint, mais les autres ne devraient pas prendre le rôle principal parce qu'alors ils défendent leurs intérêts, et non pas ceux des Congolais. Voilà, c'était le cardinal Laurent Mosengo Passigna, archevêque de Kinshasa. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. En République démocratique du Congo, à présent, une coalition de miliciens Maïmaï et de rebelles Hutus rwandais des Forces démocratiques de libération du Rwanda, les FDLR, ont attaqué hier le camp de Kasai dans le nord du pays. 14 soldats ainsi qu'une femme et un enfant ont perdu la vie dans les échanges de tirs qui ont suivi entre l'armée congolaise et les rebelles. L'armée affirme avoir tué 3 rebelles dans la fusillade et a ajouté que les assaillants avaient volé des armes et des munitions avant d'incendier la base. Après de nouvelles accusations de Kinshasa d'un soutien rwandais au M23, la veille, des sources locales indiquaient l'arrivée de nouveaux combattants venus du Rwanda en ce début de semaine, alors que Kigali ainsi que la M23 nie toujours une quelconque collaboration. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Controverse sur le soutien supposé du Rwanda aux mutins de l'Est du Congo reste toujours à la une. Au Rwanda, démenti catégorique auprès des autorités et doute persistant dans l'opinion après les dernières accusations de Human Rights Watch. Chérubin Dorsil a joint à Kigali notre confrère Albert Ruda Chimbourwa, directeur de Radio FM Contact à Kigali. Bon, je crois que la réaction a été assez claire. C'est qu'il y a parmi toutes ces histoires que des gens dit, mais aucun fait. Il n'y a personne qui a amené quoi que ce soit sur la table de dire, voilà, la porte-parole du gouvernement a clairement dit, amenez sur la table ce que vous avez. Mais en attendant, vous ne faites que parler, c'est tout. Et je crois que le Rwanda a été clair là-dessus. Mais ce n'est pas la première fois que de telles accusations sont lancées contre Kigali, non? Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais bon, ça a d'abord commencé par la MONUSCO, et la MONUSCO s'est rétractée. Donc maintenant, c'est relevé par Human Rights Watch, mais bon, Human Rights Watch n'a rien amené de nouveau à la table. Mais écoutez, le rapport de Human Rights Watch dit, et je cite, qu'ils ont des preuves sur l'implication de hauts responsables de l'armée rwandaise dans la fourniture d'armes, de munitions, et l'envoi de nouvelles recrues aux rebelles, aux forces de Bosco Ntaganda. Mais est-ce que quelqu'un a vu ces preuves en tant que, personnellement, je suis un analyste, j'ai même suivi la première histoire de la MONUSCO, et jusqu'à maintenant, il n'y a rien. D'ailleurs, la MONUSCO s'est rétractée. Donc, moi, je serais intéressé de voir c'est quoi les preuves, parce que ils disent oui, mais bon, jusqu'à maintenant, on se demande si Human Rights Watch ne fait pas que jeter de l'huile sur le feu, en fait, beaucoup plus qu'autre chose. Si je comprends bien, la porte-parole du gouvernement a fait une déclaration rejetant les accusations de Human Rights Watch. Ça, c'est très clair. Donc, pour Kigali, l'histoire n'ira pas plus loin. Apparemment, mais là, moi, je suis pas un membre du gouvernement moi, je ne suis qu'un analyste, mais nous-mêmes, on demande de voir ces preuves. En tant que journaliste, aidez-nous à comprendre. Cette opinion que vous venez de formuler, fait-elle l'unanimité à Kigali? Ah oui, non, ça c'est unanime. Les gens se demandent même comment on est retombé là-dedans, comment, etc. Je veux dire, en plus, juste après les élections, comme s'il n'y avait pas d'autres priorités pour le Congo, parce que, je veux dire, le Congo, Kinshasa et Kigali, depuis 2009, sont en train de bâtir des châteaux. Il pourrait se passer quelque chose, ça pourrait très bien marcher. Donc là, on repart pratiquement à la case départ. Et si tout le monde suit aussi les événements, il y a un problème, parce que les FARDC qui ont lancé une offensive canon, d'ailleurs, il y en a une qui a commencé aujourd'hui, cette nuit à 5h du matin. Il n'y a plus que 7000 hommes, il y a des hélicoptères, il y a des avions, il y a des tanks, etc. Mais en fait, c'est un échec puissant depuis le début. Notre confrère Albert Ruda Chimbourwa, directeur de Radio FM Contact à Kigali. Comme chaque jour, voici à présent les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC. La Voix de l'Amérique s'associe à ce projet pour donner la parole aux Congolais. Je suis Valérie Bilal Salim, citoyenne journaliste de Kisangani. Chez nous, il pleut abondamment depuis toute la journée. Seulement, il y a une épidémie de rougeole. Des enfants de Kisangani et des périphéries sur des rougeoles. Et il y a la présence aussi d'une maladie qu'on appelle diarrhée, qu'on appelle le choléra. C'est ça qui nous préoccupe ici à Kisangani. Les enfants meurent des rougeoles.
surtout les enfants de moins de 5 ans. Malheureusement, les mamans confondent les enfants, surtout filles, ont un problème au niveau du sexe. Il y a une plaie qui surgit. Alors on appelle en Swahili pota et toko. Alors les mamans soignent la plaie au moment où il y a la rougeole. Même à Banalia, il y a toujours la présence de la rougeole et de la diarrhée qui tue les grandes personnes et la rougeole tue les enfants. David Boudachanet, citoyen, journaliste, RDC, Sud Kivu à Ouvira. Chez nous, il y a plus d'une heure et que seulement que la population a été satisfaite du verdict rendu le jour du 25 au 26 par le cours de justice militaire qui a condamné le colonel Bernard Diamungu à 45 ans de prison du fait qu'il a commis des crimes ici à Ouvira. Et c'est ce qui a fait que la population s'est satisfaite. Et donc, à part ça, toute activité est bien. Les militaires se sont retirés de la cité parce qu'il y avait une forte sécurité. Les militaires inondaient partout. Et à présent, en tout cas, tout est à... Vous êtes branché sur la 3xwradiolissolo.com. Revers de l'armée à l'est du Congo Kinshasa, une quinzaine de soldats tués depuis lundi, des soldats surpris dans leur sommeil selon la société civile du Nord Kivu. Toujours d'après cette source, les responsables de ce carnage seraient des rebelles hutus rwandais alliés d'une milice locale. Depuis 3 mois maintenant, l'armée congolaise peine à mater dans la partie orientale du pays des ex-rebelles mutins. Conséquence, entre autres, par milliers les civils se réfugient dans les pays voisins, dont l'Ouganda. Le Congo-Kinshasa encore, qui se propose de mieux organiser les secteurs de l'emploi, de l'économie et de la consommation des ménages. C'est tout le bien fondé du déploiement sur le terrain et sur tout le territoire national de 900 enquêteurs dans le cadre d'une étude qui va s'étendre jusqu'en novembre 2012. Objectif visé, entre autres, la mise à la disposition du gouvernement congolais des données fiables dans les domaines ciblés. Célestin Voulabadi, ministre congolais du Plan, joint par nos confrères de Radio Okapi. C'est une enquête qui va fournir un certain nombre d'indicateurs de suivi de ce qu'on appelle les objectifs du millénaire pour le développement. Il y a notamment la proportion, par exemple, de la population disposant de moins d'$1 par jour par personne. Nous avons besoin d'avoir ces informations-là. Par exemple, aussi les taux de chômage des personnes âgées de 15 à 24 ans. Ce sont des données importantes qui permettent justement au gouvernement de savoir mettre en œuvre son gouvernement et de lutter effectivement contre la pauvreté, de lutter contre le chômage et donc de faire en sorte que le pays se développe et que les revenus soient mieux distribués. Les enquêtes sont indispensables parce qu'ils permettent au gouvernement de savoir quelle direction prendre, quelles décisions prendre pour le bien-être de la population. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolissolo.com. Pour la première fois depuis le début de la mutinerie dans la province du Nord Kivu, le gouvernement congolais a fourni le bilan des affrontements entre les FARDC et les mutins du M23, fidèle au général Bosco Ntaganda. En même temps, les députés nationaux, tant de l'opposition que ceux de la majorité présidentielle, se disent insatisfaits des explications devant le Parlement du ministre de la Défense sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Davantage de détails avec notre correspondant Salé Mwana Milongo. C'est la première fois que le gouvernement donne des chiffres précis sur ces affrontements et il brise ainsi un tabou. Ce bilan a été fourni à la suite d'une réunion extraordinaire du Conseil des ministres présidée par le président Joseph Kabila. Selon Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, le FARDC ont réduit le degré de nuisance des mutins. Le bilan humain des engagements provoqués par cette mutinerie est de 200 mutins de la bande Ntaganda tués, 250 mutins blessés, 374 mutins qui se sont rendus au FARDC, parmi lesquels 25 citoyens rwandais qui sont actuellement entre les mains de la MONUSCO. Aucun chiffre par contre sur d'éventuelles pertes dans les rangs de l'armée. Le gouvernement congolais confirme par ailleurs que toutes les mutineries bénéficient d'une certaine complicité des populations locales et des groupes nationaux et étrangers, notamment de LRA, ADF Nalu, FDLR et FNL. Il faut noter qu'auparavant, les autorités n'avaient jamais reconnu ces appuis étrangers, notamment rwandais, aux mutins.
En même temps, le ministre de la Défense nationale s'expliquait devant le Parlement sur les accords de paix conclus entre la RDC et le Rwanda, ainsi que la situation sécuritaire dans les deux provinces du Kivu. C'était lors d'une plénière à huis clos décrétée par le bureau de l'Assemblée nationale. La députée nationale Eve Bazaïba du MLC, parti d'opposition, pense que les réponses du ministre n'ont pas satisfait les députés. Le Congo vient de signer de manière systématique cet accord de paix avec le Rwanda. Mais malheureusement, à chaque fois qu'il y a cet accord, nous avons l'impression qu'il n'y a que des accords pour renforcer la présence de nos voisins du Rwanda au Congo, sans pour autant qu'il y ait l'impact visible en matière de paix. La semaine dernière, les députés de l'opposition s'étaient insurgés contre le silence du gouvernement concernant la situation dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, initiant ce débat avec les ministres de la Défense et de l'Intérieur et de la Sécurité nationale. Un débat lors duquel les critiques ont aussi fusé depuis les rangs de la majorité. Saleh Mwanamilongo à Kinshasa pour la Deutsche. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. République démocratique du Congo, la majorité présidentielle défend sa décision de débattre à huis clos à l'Assemblée nationale de la situation dans l'est du pays. La semaine dernière, le public et la presse avaient été priés de quitter l'Assemblée et le direct télévisé avait été interrompu. Hier encore, le ministre de la Défense a répondu à huis clos aux députés. L'opposition a protesté contre cette méthode. Vous avez pu l'entendre hier sur notre antenne. Aujourd'hui, le député de la majorité, Pius Mwabilou, s'en explique. D'abord, je tiens à préciser que ce huis clos est conforme au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est un huis clos débattu et décidé par la conférence des présidents et accepté par la plénière. Ce huis clos, pourquoi ? Parce que cette question concernait spécifiquement les opérations en cours à l'Est. Nos troupes étant engagées militairement à l'Est, vous savez que dans des pays à vieille tradition démocratique, les problèmes sécuritaires se traitent d'abord au niveau des commissions. Donc je tiens à insister ici que c'était tout à fait conforme au texte, c'est-à-dire au règlement intérieur. Personne ne conteste la conformité, mais en revanche, est-ce que la population n'a pas le droit de savoir ce qui se passe à l'Est et ce qu'en pensent les élus ? Je tiens aussi à préciser que lorsque un ministre ou un autre responsable public est appelé à s'expliquer ou à éclairer la lanterne des députés, il éclaire la lanterne de l'opinion nationale à travers ses représentants légitimes, quitte à ce que ces députés aillent expliquer s'ils le veulent à leurs électeurs. Pius Mwabilou, député congolais de la majorité présidentielle, interrogé par Bruno Minas. Dans l'Est de la République démocratique du Congo, la société civile fait état de nouvelles violences survenues à quelques 200 km au nord de Goma. Une quinzaine de soldats ainsi qu'une femme et son enfant ont été tués dans la nuit de lundi à mardi lors d'une attaque attribuée à des rebelles Hutus rwandais des FDLR alliés à des Maïmaï. 8 miliciens auraient également perdu la vie. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Je dois donner la parole à Jean-Marie Fardeau, qui est le représentant en France de Human Rights Watch. Alors, le général Taganda, bonjour Jean-Marie Fardeau, est-ce que vous m'entendez ? Alors, le général Taganda, les dirigeants du M23 ont rejeté les rapports qui les accusaient de collaborer entre eux avec le Rwanda, ainsi que la ministre des Affaires étrangères rwandaise, Louise Mushikiwabo, qui a démenti avant la publication de ce rapport. Elle a qualifié les travaux, vos travaux donc de simplistes, irresponsables, et je la cite, aussi dangereux que des balles ou des machettes. Et à la publication de ce dernier rapport, donc le 28 mai dernier, elle a démenti catégoriquement. Qu'est-ce que vous répondez ? On est bien sûr très très déçus par ce type de réactions qui ne sont pas à la hauteur des défis qui se posent aujourd'hui dans l'est du Congo et en particulier au Nord Kivu. On n'est malheureusement pas surpris par ces réactions qui cherchent à nier la réalité, alors que toutes les preuves sont aujourd'hui réunies et le travail fait par nos chercheurs qui travaillent depuis des années et sur le Rwanda et sur le Congo. Ces travaux n'ont jamais été démentis une fois qu'ils ont été vérifiés sur le terrain. Et donc, nous sommes sûrs de nous quand nous disons qu'aujourd'hui, les troupes de Bosco Ntaganda ont reçu des armes, même des troupes, du personnel, depuis le Rwanda, certainement avec la complicité de responsables militaires rwandais qui sont aujourd'hui basés dans l'ouest du Rwanda. Donc, on regrette cette réaction et on chercherait plutôt à ce que le Rwanda et le Congo affirment leur volonté de tout faire pour pouvoir arrêter dans les plus brefs délais Bosco Ntaganda et ne pas lui donner à nouveau des moyens pour déstabiliser ce qu'il a déjà fait à maintes reprises, déstabiliser cette région.
Je vous remercie Jean-Marie Fardeau pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes responsable en France de Human Rights Watch. Vous êtes branché sur la 3xwradiolissolo.com. République démocratique du Congo, le gouvernement pourrait bientôt mettre fin à la rébellion des soldats fidèles à Bosco Ntaganda. C'est ce qu'annonce Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, qui affirme que l'armée a réalisé d'importantes avancées. Surnommé le Terminateur, Bosco Ntaganda est recherché par la Cour pénale internationale pour recrutement d'enfants soldats dans la province de l'Ituri. Coup de tonnerre à Kananga dans le Kasaï occidental en RDC. L'Assemblée provinciale a voté aujourd'hui une motion de censure contre le gouverneur Hubert Kabasou-Babou. Les députés provinciaux lui reprochent notamment sa mauvaise gestion de la province. Des incidents ont même éclaté peu après le vote. Certains députés ont même été pris à partie. Écoutez ce soir la réaction de Raphaël Kasonga de la CPC. Il est député provincial de l'opposition. Le rôle qui a été donné au gouverneur de province, nous ne l'avons pas vu en train de l'exécuter correctement. Nous avons ici une structure BMR, ça s'appelle Brigade de mobilisation des recettes. Nous avons créé cette brigade pour maximiser les recettes de la province afin de pouvoir faire de programmes à impact visible vis-à-vis de notre population. Si nous constatons que depuis que cette brigade est là, en train de maximiser les recettes, ces recettes, on ne voit pas les activités que le gouverneur de province est en train de faire avec son gouvernement. Après un certain moment, nous nous sommes dit, on arrête. La deuxième chose, beaucoup de voyages à l'étranger. Sur place, ici, au Kasaï occidental, on ne voit rien. En dehors de ça, nous pouvons également parler des suspensions en cascade de certains administratifs. Après un certain moment, la majorité des députés qui composent l'Assemblée provinciale du Kasaï occidental a décidé justement de le foutre à la porte. Comment expliquez-vous l'instabilité à la tête de la province puisque Trésor Kapoukou, l'ancien gouverneur, avait lui aussi été destitué? De toute façon, si ça ne va pas, on met de côté. Et Trésor Kapoukou, nous avons essayé autrefois de mettre sur ses épaules une motion. Le gouvernement central s'est impliqué dans la chose, également les cours et tribunaux, ainsi de suite. Là, ce n'était pas une motion qui avait atteint son objectif. Mais ça ici, en âme et conscience, que ce soit la majorité au pouvoir, que ce soit l'opposition, nous nous sommes mis ensemble pour voir clair, pour effectivement favoriser le développement de notre province. Est-ce que le gouverneur a déjà quitté ses fonctions? Maintenant, la charge est sur les épaules de la CNI, la Commission électorale nationale indépendante, qui a 15 jours, selon la loi, d'organiser les élections partielles pour le Kasaï occidental afin de combler le vide. Le gouverneur Kabasou-Babou, c'est notre émanation. Il a été élu au sein de l'Assemblée provinciale. Et c'est cette même Assemblée considérée surtout comme son parent qui a décidé de pouvoir lui ravir, lui rafler le pouvoir qu'il lui a donné. Voilà. Le député provincial Raphaël Kasonga joint à Kananga. Comme chaque soir, voici à présent les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC Internet. Olivier Mwamba, citoyen journaliste ville de Bukavu, province du Sud Kivu. Le prix des matériaux de construction est à la hausse ces derniers temps dans la ville de Bukavu. Un sac de ciment qualité Interlac est passé de $17 à $22, voire $23 américains. Un sac de ciment qualité Toro est aussi passé de 16 à $21 dans le dépôt de vente de la ville de Bukavu. Un mètre cube du sable est passé de $18 à $20. Mais selon le vendeur, cette situation est causée par la saison sèche que connaît la région. D'autres ont dit que ce problème est dû aux nombreuses taxes de l'État. Ils ont par ailleurs ajouté que l'État congolais décourage les initiatives locales et il encourage que les commerçants extérieurs amènent ici chez nous au Congo. Marceline, qui était au niveau des Kikwi, c'est un journaliste citoyen. Ici, chez nous, ce qui se passe, on est en train de faire la salubrité, on est en train d'arranger, le nouvel gouvernement est en train de faire tout pour que tout marche bien et en train d'arranger la vie sociale des Congolais. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolissolo.com.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, les combats connaissent un nouveau regain d'intensité depuis lundi dans le territoire de Rutshuru. L'armée régulière, les FARDC, affrontent les mutins du M23 qui tiennent toujours leur position. Selon les observations de la MONUSCO, les FARDC ont tenté en vain de reprendre la localité de Tshunzu. La force de paix des Nations Unies s'est déployée avec des moyens importants dans cette zone sans participer aux opérations. Elle est là dans le but de protéger la population, a-t-elle réaffirmé hier, Bruno Minas. La MONUSCO donne des noms de code à ces opérations. Celle dans le Rutshuru, où ont lieu les combats contre le M23, s'appelle Strong Flank, flanc renforcé, alors que les FARDC emploient de grands moyens face au M23, artillerie lourde et même hélicoptères de combat. La force des Nations Unies se déploie tout autour dans un but unique de protection des civils, comme l'explique le commandant Thibaut Delacoste. La MONUSCO ne prend pas part à la lutte et au combat que mènent les FARDC contre le M23. L'objet de cette opération Strong Flank n'est ni plus ni moins que de protéger les populations autour de la zone des combats. Est-ce que vous avez eu à faire feu dans cette opération-là jusqu'à maintenant ? Les quelques ouvertures du feu qui a pu se produire n'ont été que pour la protection des populations et en aucun cas dans une logique offensive à l'encontre de l'une ou l'autre des parties de cet affrontement. L'opinion congolaise a parfois du mal à comprendre le rôle exact de la MONUSCO. C'est une question de mandat, rappelle le porte-parole civil Amadouba. Il a été bien précisé sur la résolution 1991 que le gouvernement de la République démocratique du Congo est responsable au premier chef de la sécurité dans le pays. La mission de la MONUSCO en RDC sera débattue à nouveau dans une semaine au Conseil de sécurité. Elle sera certainement reconduite dans les mêmes termes. Bruno Minas, Kinshasa, RFI. Et dans l'est de la RDC, les combats ont fait 200 morts et 250 blessés côté mutin, 40 morts et 93 blessés côté forces armées. C'est ce qu'indique un bilan officiel publié hier à Kinshasa. Parallèlement, un lieutenant-colonel des FARDC et 6 hommes de sa garde ont été tués hier dans une embuscade alors qu'ils circulaient dans une zone considérée comme sûre. Sur la route entre Saké et Goma, à moins de 20 km du chef-lieu du Nord Kivu, leur véhicule a essuyé des tirs. Il n'y a qu'un seul survivant, grièvement blessé dans l'escorte de l'officier. Sur le plan politique, le gouverneur de la province du Kasaï occidental, Hubert Kabasou-Babou, a été destitué hier par l'Assemblée provinciale. La majorité des députés provinciaux lui reprochent d'avoir dilapidé l'argent public. Le gouverneur veut contester cette décision devant la Cour suprême. À Kinshasa, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé hier que les provinciales et les sénatoriales prévues cette année se tiendraient en février et juin 2013. Après les ratés de la présidentielle et des législatives de 2011, le bureau de la CENI indique qu'il entend prendre en compte et mettre en application toutes les recommandations issues de l'atelier d'évaluation mis sur pied à la suite des scrutins. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Et on commence cette édition en République démocratique du Congo. La situation reste tendue dans l'est du pays. Les rumeurs d'une présence probable de Bosco Ntaganda et ses hommes à la frontière avec l'Ouganda et le Rwanda a créé une panique générale dans la population. À Bunagana, à la frontière avec l'Ouganda par exemple, la majorité a trouvé refuge de l'autre côté de la frontière, en Ouganda voisin. Reportage d'Alex Kati Katayi, notre correspondant en République démocratique du Congo. C'est le jour du marché à Bunagana, ce poste frontalier avec l'Ouganda. Nous sommes à 100 km au nord-est de Goma. Ici, tout le monde a peur des affrontements entre les militaires dissidents et l'armée régulière. Cette vendeuse, comme d'ailleurs la majorité des habitants de la localité, a choisi de se réfugier en Ouganda. Elle est juste revenue pour le marché. Nous avons peur et nous avons tous fui vers l'Ouganda. Nous sommes juste venus ici car c'est le jour du marché. Et ce sont les gens de loin qui sont venus. Le soir, nous retournons en Ouganda car nous avons peur de passer la nuit ici. Ce chef du marché affirme que la situation sécuritaire qui prévaut dans la région influe négativement sur les activités commerciales. Le travail vacille. Comme vous le savez, la situation sécuritaire n'est pas bonne ici et ces jours, nous ne travaillons pas bien. Ces gens que vous voyez là vont tous retourner en Ouganda. La population, elle, ne demande qu'une chose aux autorités, la paix, rien que ça. Que l'on trouve une solution pour que nous vivions en paix. Nous avons des enfants qui étudient. La population est toujours agitée. Nous voudrions être aussi à l'aise. Le gouvernement doit faire quelque chose. À voir de près, la situation est loin de s'améliorer. D'importants mouvements de troupes sont signalés dans les territoires voisins de Rutshuru.
Vous écoutez la radio de la référence www.radiolissolo.com. Combats entre mutins et armées congolais ont repris près de Bunagana alors que le Premier ministre Augustin Matata Ponyo était présent pour une courte visite dans cette localité de l'Est de la République démocratique du Congo. Peu après son départ, les combats ont cessé. Eh bien, nous allons justement parler de la République démocratique du Congo puisque la Fondation Frédéric Ebert a organisé à Berlin, la capitale allemande, une grande conférence sur la RDC. Une conférence intitulée « Après les élections, une césure en RDC ?» Notre correspondante Audrey Parmentier a rencontré quelques-uns des participants avec lesquels elle a évoqué la situation actuelle dans le pays et notamment le regain de violence justement dans le nord et le sud Kivu, ainsi que les accusations à l'égard du Rwanda de soutenir le mouvement du M23. Depuis le mois d'avril, les groupes armés sévissent dans le nord et le sud Kivu, tandis que des combats opposent l'armée et les mutins du groupe M23. Pour Jean Mutombo, pasteur de l'Église du Christ au Congo, cette situation s'explique par les ressources de ces provinces. Ces regains de violence, pourquoi seulement à l'Est ? Nous savons clairement, il y a un lien entre ces regains de violence et l'exploitation des ressources naturelles. Les gens n'aiment pas que l'autorité de l'État soit établie sur l'ensemble du pays parce que beaucoup de responsables militaires, beaucoup de responsables politiques contrôlent des zones où on exploite les minerais. Et moi, je me dis, même s'il y avait peut-être le cuivre là-bas, beaucoup de bois, il n'y aurait pas de guerre, mais il y a le coltan. Pour Jean-Claude Katende, président national de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, ces violences sont essentiellement dues à un homme. La pièce majeure dans tout ce qui se passe, c'est Bosco Ntaganda, et nous pensons que l'arrêter serait une bonne chose, parce que le gouvernement de la République démocratique du Congo avait failli à sa mission qui l'appelait il y a quelques années à mettre la main sur Bosco Ntaganda et à les traduire soit devant la justice nationale, soit les transférer devant la CPI qui est en train de le rechercher. Mais ils ont privilégié, selon leur entendement, la paix au lieu de la justice. On ne peut pas continuer à protéger les criminels au nom de la paix. Si on ne donne pas un bon exemple en arrêtant les criminels qui sont en vue, il y a d'autres qui vont se constituer pensant qu'ils vont bénéficier de la même impunité. Selon Jean-Claude Katende, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC devrait contribuer à cette arrestation. La MONUSCO qui a remis un rapport affirmant que des Rwandais avaient été recrutés pour renforcer les mutins de l'armée congolaise. Roger Miss, chef de la mission. Nous, la MONUSCO, nous n'avons pas les moyens de vérifier des choses à l'intérieur de Rwanda. Nous n'avons pas une présence là. C'est un sujet qui a été traité par ce mécanisme de vérification conjoint établi entre le gouvernement de Kinshasa ainsi que Kigali. J'espère bien que dans le contexte des relations améliorées depuis 2009, ces contacts entre les deux gouvernements, ils vont trouver une solution. C'est évidemment très important pour arriver à la fin de ces affrontements actuels. Et donc, il y a un intérêt, à mon avis, très fort de la part non seulement du Congo, mais un intérêt de Rwanda et les autres pays de la région pour avoir la stabilité et la paix. On n'aura jamais une paix et une sécurité durable à l'est du Congo, ou bien au Rwanda, au Burundi ou dans les autres pays de la région sans avoir une stabilité partout. Juste après la conférence, le chef de la MONUSCO s'est envolé pour New York avec pour objectif de convaincre les membres du Conseil de sécurité de prolonger la mission prévue jusqu'au 30 juin. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolissolo.com. La République démocratique du Congo, dans un communiqué aux médias, les mutins se réclamant du mouvement du 23 mars, mouvement créé par le colonel Sylvain Makenga, ex numéro 3 du CNDP, se sont indignés des allégations lancées à leur encontre par Human Rights Watch. Morgan Guériec. En début de semaine, cette ONG de défense des droits humains a accusé des responsables militaires rwandais d'avoir armé et soutenu la mutinerie dans l'est de la République démocratique du Congo, menée par le général Bosco Ntaganda, qui est aujourd'hui recherché pour crimes de guerre par la Cour pénale internationale. Human Rights Watch s'en est également pris au M23, soulignant que si le mouvement avait démenti que son chef, le colonel Sultani Makenga, agissait avec Ntaganda, certains mutins affirmaient le contraire.
Les mutins qui se sont échappés ont raconté à Human Rights Watch que les deux mutineries n'étaient pas séparées et que Ntaganda et Makanga agissaient ensemble dans la région de Runyoni, soulignait l'ONG. Dans sa lettre ouverte à Human Rights Watch, le M23 fustige ces allégations et lui fait une invitation officielle à se rendre dans les espaces sous son contrôle afin de confronter les témoignages recueillis par l'ONG à la réalité de terrain et rétablir ainsi la vérité. Vos analyses font ainsi preuve d'une légèreté pas digne de la renommée internationale de Human Rights Watch dans le traitement d'une information aussi importante, poursuit le communiqué du M23. Soit vous avez fait l'objet d'une manipulation extérieure de la part de l'un des belligérants, soit vous avez délibérément résolu de porter préjudice à notre mouvement, conclut le M23, qui appelle Human Rights Watch à se conformer à la vérité. Toujours concernant la République démocratique du Congo, les combats meurtriers entre soldats et rebelles se poursuivent au Nord Kivu. Hier, le bilan faisait état d'une 20aine de morts et aujourd'hui, l'AFP signalait des affrontements entre mutins et armées congolaises en début d'après-midi près de Bunagana, au moment où le Premier ministre arrivait dans la localité de l'Est de la RDC pour évaluer la situation. Et entre-temps, dans un message, les évêques catholiques de Bukavu ont demandé aux autorités politiques de mettre fin au combat entre militaires et groupes armés dans les deux provinces du Kivu. Des affrontements qui ont provoqué au total la fuite de 100 000 Congolais au cours des 2 derniers mois selon les autorités. Cet appel des évêques pourra-t-il apaiser la situation? Une question que Jacques Aristide a posée à William Mwenga Bumba, coordonnateur national de Human Rescue RDC, une ONG qui opère dans les deux Kivu. Oui, bien sûr, et ça peut toujours apporter à quelque chose. Vous savez, les évêques de Bukavu et tant d'autres évêques représentent quand même une couche de la population très respectable. Et quand les évêques s'impliquent dans une situation, je pense que ça peut apporter aussi quelque chose si au moins les autorités du pays essaient de revoir des calculs. Parce que quand on essaie d'étudier la situation au nord et au sud Kivu, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que la guerre est interne ou externe? Mais avec le nouveau souffle des évêques de Bukavu pour demander que la guerre puisse se terminer, les évêques catholiques appellent également les autorités à rester vigilantes vis-à-vis des forces centrifuges internes et externes qui cherchent à balkaniser la RDC d'après eux. Est-ce une menace réelle d'après vous, cette balkanisation, c'est-à-dire que la RDC risque de se morceler en de petites régions autonomes? Effectivement, nous pouvons confirmer ça, parce que les cris des évêques rejoignent d'autres cris que les organisations des droits de l'homme, les organisations de la société civile, et quelques couches des opposants. Ils crient de ça. La situation est vraiment chaotique, parce qu'au moment où je vous parle, il y a des jours que j'ai sillonné la province du Nord Kivu et du Sud Kivu, et les situations que j'ai trouvées là-bas, vraiment, c'est déplorable. Si on ne veut pas du sérieux, la RDC risque d'être morcelée petit en petit. Et ça, ce sera très grave et ça devait commencer d'abord par le Nord Kivu. Je vous dis qu'au moment où je vous parle, il y a des infiltrations de part et d'autre. L'armée congolaise est infiltrée. Bon, on ne sait pas si le pouvoir est en place, tient compte de tout ça. Et avec la situation de terrain, nous risquons de connaître une situation très critique de la part de nos voisins. Là, je cite carrément le Rwanda et l'Ouganda. Parce que de l'autre côté de l'Ouganda aussi, il y a, je peux dire, notre rébellion qui commence à prendre à l'île pour morceler une partie de la province orientale aussi. Donc, nous risquons de connaître une balkanisation de morcellement, surtout dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et nous, en tant qu'organisation de société civile, nous devons rester vigilants pour que nous puissions continuer à dénoncer tout ce qui peut amener à la balkanisation de la République démocratique du Congo. William Mwenga Bumba, coordonnateur national de Human Rescue RDC. On signale par ailleurs que les cas d'entrave à la liberté d'informer recensés en République démocratique du Congo se multiplient. Ces derniers temps, une radio a été fermée, Manu Militari,
Plus d'une dizaine de journalistes ont été interpellés et des menaces ont été proférées à l'encontre d'autres journalistes. Parmi les dernières victimes de ces tentatives d'intimidation, le journaliste Frank Fuamba de la publication Mining News, enlevé mercredi à Lubumbashi, dans le Katanga. Selon l'ONG Journaliste en danger, il a été, et je cite, trimballé toute la nuit dans la ville, le visage cagoulé, avant d'être abandonné vers 4 heures du matin près d'une école de la commune de Katuba, dépouillé de tous ses biens. Monsieur Fuamba avait critiqué la gestion des mines congolaises lors d'une récente visite aux États-Unis et avait répété ses critiques sur Radio Okapi. Ici Washington, Le Monde aujourd'hui, édition pour l'Afrique centrale. La Voix de l'Amérique s'associe à une initiative nommée 100 citoyens journalistes pour Actualité. Madame Janine Bandou, citoyenne journaliste de la Voix de l'Amérique à Goma, Nord Kivu. Hier, la délégation des ministres nationaux est arrivée et s'est rencontrée même avec le ministre de l'Information et de la Nouvelle Citoyenneté et quelques chefs des institutions universitaires ici à Goma pour parler de la situation en fait sécuritaire. On ne faisait que lui dire ce qui se passe actuellement dans la ville de Goma et surtout au Nord Kivu, spécialement ce qui se passe à Rutshuru. C'est Serge Moutanda, journaliste citoyen en Colombie, en RDC. Un homme influent d'un parti politique à caractère tribal a prononcé des propos où il a déclaré sur une chaîne de télé dans la province du Katanga, il n'y avait que 2 tribus reconnues, celle des Luba et des Rouns. Alors ça a créé une certaine tension auprès d'autres tribus minoritaires. On a pu réunir les chefs des mutualités, des différents groupes tribaux. Ils ont essayé un peu de parler pour calmer la tension. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. En titre Isabelle, en République démocratique du Congo, les parlementaires d'opposition doivent procéder à la désignation d'un porte-parole. C'est un poste officiel prévu par la Constitution, mais qui n'a jamais été attribué jusqu'à maintenant. Cette fonction est convoitée. Le porte-parole de l'opposition a un rang protocolaire de vice-premier ministre, un budget de fonctionnement, et c'est donc une bagarre qui commence au sein de l'opposition. L'an dernier, elle n'avait pas réussi à désigner un candidat unique à la présidentielle. Ce n'est pas davantage facile cette fois, Bruno Minas. Dans le groupe des forces acquises au changement, qui a soutenu Tshisekedi à la présidentielle, le poste revient nécessairement à leur camp, sinon à Tshisekedi lui-même, par les scores qu'il a réalisés. Les autres n'y ont pas droit, dit Jean-Pierre Lissanga, porte-parole, parce qu'ils sont les diviseurs et fossoyeurs de l'opposition. Comment vous voulez qu'aujourd'hui nous puissions primer ceux qui ont aidé Kabila à tricher? Et ces gens-là préfèrent aujourd'hui qu'ils soient primés, devenir porte-parole de l'opposition. Nous disons non. Nous disons non. L'UNC, elle, soutient Vital Kamerhe et considère que le camp Tshisekedi n'a pas son mot à dire puisqu'il s'est autoproclamé. Justin Bitakwera est président du groupe UNC. Il ne peut pas être à la fois président de la République, légitime, et en même temps dans l'opposition. Donc l'UDPS ne prend pas part au processus de la désignation du porte-parole de l'opposition. Et nous sommes sûrs que Vital Kamerhe sera le prochain porte-parole de l'opposition. Et puis il y a encore le groupe UDPS lui-même, où Sami Badibanga estime que le poste lui revient puisque c'est le groupe le plus important de l'opposition. Le MLC, lui, n'affiche pas encore son choix. Bref, c'est maintenant que l'on règle les comptes de la présidentielle dans l'opposition. Bruno Minas, Kinshasa, RFI. Dans l'est de la République démocratique du Congo, il y a eu des combats entre l'armée et des mutins hier près de Bunagana, dans le territoire de Rutshuru, durant une courte visite du Premier ministre dans cette localité où il venait évaluer la situation sécuritaire. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Alimentaire mondial augmente son assistance aux milliers de personnes fuyant les violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans une déclaration vendredi, l'agence onusienne indique qu'elle a fourni une ration mensuelle à près de 20 000 habitants de Béni récemment déplacés. Le PAM avertit que la demande pourrait s'accroître si les affrontements continuent. Quelques 12 000 autres personnes feront l'objet d'une assistance du PAM dans les prochains jours dans 2 centres du nord et du sud Kivu. Selon les Nations Unies, environ 21 000 Congolais ont traversé la frontière vers l'Ouganda et 11 000 autres ont trouvé refuge au Rwanda depuis le début du conflit dans l'est de la RDC. Démocratique du Congo, débat entre parlementaires de l'opposition sur qui devrait occuper le poste de porte-parole de l'opposition, qui est un statut légal avec quelques avantages liés à la fonction. Joseph Kapika, membre de la direction politique de l'UDPS, le parti d'Étienne Tshisekedi.
L'UDPS n'est pas concerné par cette affaire dans la mesure où le monde entier, à partir des rapports du Centre Carter, qui est une organisation très crédible à travers le monde, du rapport envoyé par les observateurs de l'Union européenne, je ne pense pas que l'Union européenne ne soit pas crédible, du rapport de l'Église catholique, l'institution la plus crédible de notre pays. Il ressort donc de ces rapports-là que c'est M. Tshisekedi qui a gagné les élections. Dès lors que c'est M. Tshisekedi qui a gagné les élections, lui et son parti, l'UDPS, ne sont plus dans l'opposition. Nous sommes donc au pouvoir. Ce n'est pas parce que M. Kabila a recouru aux armes, tuant les Congolais, les éventrant, les jetant au fleuve, que l'UDPS et Tshisekedi n'ont pas gagné les élections. Non, nous nous battrons jusqu'au bout pour que M. Tshisekedi récupère l'impérium et dirige ce pays. Je dis bien, nous nous battrons jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Et tout ce que nous demandons à la communauté internationale, au moins celle qui est prise de paix et de démocratie, c'est de dire à M. Kabila, tu as perdu, va-t'en, ne continue pas à défier un peuple parce qu'il s'est battu par la voie de la non-violence. Voilà notre avis. Le poste de porte-parole de l'opposition au niveau de l'Assemblée devrait revenir à qui selon vous? Ce poste-là, naturellement, revient à M. Kabila parce qu'il a perdu les élections et que dans l'ordre, il vient directement après M. Tshisekedi. Donc je ne vois pas pourquoi il y a un débat là-dessus. Les choses sont claires. C'est M. Kabila aujourd'hui qui est le porte-parole de l'opposition. Il n'y a pas de doute. Joseph Kapika, membre de la direction politique de l'UDPS. Et dans l'est du pays, des milliers de personnes continuent de fuir les combats entre les rebelles du M23 et l'armée gouvernementale. Nicolas Pinault fait le point avec Fabienne Pompey, porte-parole du PAM à Kinshasa. Des mouvements de population continuels qui font que là on est passé donc entre fin 2011 et début 2012, on a passé le cap des 2 millions de déplacés et que cette tendance accélère depuis maintenant un mois. Il y a un certain nombre de camps, il y a aussi beaucoup de gens qui sont non pas dans des camps mais ce qu'on appelle dans des familles d'accueil qui arrivent dans des villages et qui sont recueillis. Dans le sud et nord Kivu, donc les deux régions qui sont le plus touchées par ces mouvements de population, on compte 273 000 déplacés récents, c'est-à-dire là je vous parle dans les 2-3 mois qui viennent de se passer. On réagit d'abord avec des distributions de biscuits parce que c'est simple, c'est plus facile à transporter, que ça permet pendant les 3-4 premiers jours de tenir et ensuite on fait des évaluations pour savoir quelle est la réelle vulnérabilité des gens à l'insécurité alimentaire et là on distribue des rations sous forme de farine de maïs, des légumineuses, c'est-à-dire des graines et puis de l'huile et du sel. Il va nous falloir des fonds supplémentaires parce que faire face comme ça à une crise qu'on n'a pas anticipée, on avait anticipé des mouvements de population mais pas dans ces proportions-là et aujourd'hui il nous manque seulement pour les opérations à l'Est 43 millions de dollars juste pour s'occuper de ces nouveaux déplacés. Voilà Fabienne Pompey, porte-parole du PAM à Kinshasa. La Voix de l'Amérique s'associe à une initiative nommée 100 citoyens journalistes en RDC. C'est un journaliste à Kinshasa pour la Voix d'Amérique. Il y a tant d'actualités ici, ce soit avec la nouvelle de l'approche de sortie des biens de barque allant de 1 000 francs jusqu'à 10 000. Vraiment, les gens ne supportent pas ça parce qu'ils savent qu'avec ça, il y aura d'évaluation de monnaie, dont de billets de 50 francs et 100 francs. Il y aura aussi inflation. De l'autre côté, le gouvernement dit qu'il a pris les dispositions nécessaires pour faire en sorte qu'il n'y a pas l'inflation, mais les gens n'en croient pas. Oui, Foura Kavo, journaliste citoyen depuis Butembo, province du Nord, toujours à ville de Butembo. Il y a vraiment encore la sécurité, c'est plus dans la commune qui même. Donc, hier soir, vers 19h, il y avait une bande de bandits. Ils ont détruit les maisons de commerce, ils ont transporté les marchandises des commerçants. C'est 6 rue d'Andias, avenue Bouyor, entre avenue Bouyor, avenue Batang. Ils ont vraiment dérangé la population qui logeait là. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise.